Salut les poulets poulettes, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram en rapport avec la musculation, donc tout type de questions. J'ai eu beaucoup de questions concernant moi-même, donc je préfère faire une FAQ peut-être plus tard pour les 1000 abonnés, si je les ai un jour. Je répondrai aux questions plutôt personnelles plus tard. Donc là dans cette vidéo, vraiment je vais essayer de répondre à un maximum de questions que vous m'avez posées. Il y en a beaucoup qui se répètent, c'est pour ça que j'ai fait un petit tri et on va voir. Je vais faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue non plus, donc on va voir comment ça va se passer. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer par Arthur qui nous a posé une question. Donc qu'est-ce que tu penses de l'effet d'interférence entre cardio et muscu? C'est une question intéressante parce que beaucoup de personnes ont peur de vouloir intégrer des séances de cardio en plus de leurs séances de musculation. C'est sûr que quand votre objectif est vraiment d'optimiser votre prise de muscle, faire du cardio, c'est pas forcément recommandé. Mais ça va être recommandé dans certains cas où justement vous allez réaliser un effort avec une basse intensité. Okay, parce que le cardio, c'est vraiment important dans la vie de tous les jours, okay, même pour votre santé, etc. C'est bien beau de renforcer ses muscles, mais il faut renforcer son cœur également. Donc selon moi, ça reste vraiment quelque chose que vous devrez intégrer dans vos séances. Donc vous pouvez réaliser tout ce qui est exercice avec une basse intensité comme je l'ai dit précédemment. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la course, si vous voulez faire comme par exemple du rameur ou des exercices de ce genre, ça va être beaucoup plus taxant sur le plan musculaire et vous allez vous fatiguer pour le reste de vos séances. Donc franchement, ça ne serait pas la chose la plus recommandée à faire. Selon moi, ce qui pourrait vous intéresser, si vous voulez vraiment travailler votre cardio sans forcément que ça vous impacte lors de vos séances de musculation, ça va être d'intégrer tout simplement de la marche en fin de séance, 15-20 minutes tranquille. Vous pouvez légèrement monter votre tapis pour augmenter votre difficulté sans forcément augmenter la vitesse. Donc ça vraiment c'est super. Pour moi, ça ne va pas trop vous fatiguer dans le plan musculaire et donc ça évitera de vous impacter pour le reste de vos séances. Donc si vous deviez faire ça, faites du cardio en fin de séance, vous faites de la marche tranquille, 3-4 fois par semaine, ça ne va pas vous tuer. Vous mettez une petite vidéo et franchement ça passe tout seul. Vous n'allez pas vous embêter à faire de la course, etc. Surtout si le lendemain vous allez faire une séance jambes, ce n'est pas forcément la chose la plus recommandée. Ensuite, prochaine question. Salut frérot, peut-on travailler lourd et léger sur la même séance? Donc beaucoup de personnes veulent varier leur programme d'entraînement en mettant du lourd, du léger, même entre les deux dans leur séance. Mais est-ce que ça a réellement un intérêt? Maintenant, on sait que plus vous allez augmenter vos séries, donc en termes de répétitions, vous allez faire 15, 20, 25 répétitions, vous allez accumuler plus de fatigue nerveuse. Toujours quand vous êtes suffisamment proche de l'échec musculaire. Donc est-ce que c'est intéressant de vouloir faire ça? Franchement non, c'est pas intéressant de vouloir travailler léger, à part si bien évidemment pour vous, vous préférez faire ça ou tout simplement ça vous arrange parce que la technique ne suit pas derrière avec du lourd, donc vous préférez prendre léger, pourquoi pas dans ce cas-là. Mais sinon, si vous estimez avoir plus des résultats en faisant du lourd et du léger, ça c'est complètement faux. Autant faire que du lourd avec une très bonne technique bien évidemment et c'est tout. N'allez pas vous compliquer la vie à faire du léger pour varier vos séances, franchement ça a très peu d'intérêt. Donc voilà. Portez du lourd et votre surcharge progressive, il n'y aura aucun problème par la suite. Ensuite, une question de Sacha, est-il meilleur d'aller à l'échec ou bien de faire des dégressives à l'échec? Donc l'échec, je rappelle, donc plus vous allez avancer dans votre effort, plus vous allez avoir un ralentissement involontaire de la phase concentrique. Et ensuite, là, il nous dit, est-ce que c'est bien de rajouter des dégressifs toujours à l'échec? Donc il va baisser la charge et il va encore faire des séries portées à l'échec musculaire. Donc forcément, ce n'est pas la chose la plus recommandée. Tu peux en faire si tu estimes que tes séances sont assez courtes, que tu n'as pas forcément le temps de réaliser ta séance. Ça te permettra de rajouter un petit peu plus d'intensité dans un volume et dans un temps moins important. Donc pourquoi pas dans ce cas-là? Mais si tu as le temps de réaliser tes séances, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Autant séparer tes séries avec un bon temps de repos entre chacune d'entre elles et de fournir le plus d'intensité possible. Ça te permettra toujours d'avoir une meilleure surcharge progressive dans ta programmation tout simplement. Et voilà poulet. Ensuite, une question intéressante qui m'est revenue beaucoup de fois aussi, combien de séries faire par groupe musculaire et par semaine? Donc on avait avant une méta-analyse qui avait été faite sur le sujet, j'ai aussi promu cette méta-analyse, j'en ai parlé, qui disait qu'il fallait réaliser entre 12 et 20 séries par groupe musculaire et par semaine. Sauf que cette méta-analyse qui regroupait des dizaines et des dizaines d'études prenait des gens qui réalisaient 1 minute 30 de repos, aux alentours d'1 minute 30. Et vous savez très bien, avec les données qu'on a à l'heure actuelle, que 1 minute 30 de repos, ce n'est pas suffisant quand vous voulez optimiser votre prise de muscle, tout simplement car notre but c'est de fournir autant d'intensité possible que sur notre première série. Donc cette méta-analyse, franchement je la mets de côté et je préfère me concentrer sur les nouvelles données qu'on a à l'heure actuelle qui nous dit que plus vous avez une intensité élevée, plus votre volume d'entraînement devra être bas. Donc je ne peux pas répondre spécialement à cette question avec des résultats précis
tout simplement parce que ça dépendra de vous, de votre récupération, de votre intensité que vous portez pendant vos séances. Donc je ne pourrais pas forcément y répondre. Il y en a qui vont avoir besoin que 6 séries par groupe musculaire et par semaine. Il y en a un petit peu plus, il y en a un peu moins. Donc en fait, ça va dépendre de chaque personne. Ça va dépendre également du groupe musculaire. Donc ça, en fait, c'est à vous de voir sur le long terme comment vous progressez, ok, ce que vous avez besoin. Si vous voyez que forcément, par exemple, sur un groupe musculaire, vous n'arrivez pas à progresser, etc., pourquoi pas augmenter votre volume d'entraînement légèrement, vous voyez. Après, bien évidemment, vous devez prendre en compte les autres paramètres à côté, si vous récupérez suffisamment, si vous mangez bien à côté, etc. Donc vraiment, ça, c'est vraiment à individualiser et c'est vous qui devez estimer votre volume d'entraînement en fonction de vous-même. Mais moi, je pars du principe qu'il faudrait toujours avoir le volume d'entraînement le plus bas possible pour justement augmenter son intensité, c'est-à-dire augmenter sa proximité à l'échec. Donc, combien de temps garder un programme et est-il bon de varier l'ordre des exercices? Donc, pour ta première question, garder un programme, tu gardes toute ta vie. Ok, toute ta vie, tu vas avoir ton programme. À partir du moment où tu arrives à progresser avec, il n'y a aucune raison de changer ton programme. Tu peux faire quelques modifications, changer l'angle de tes exercices, changer la répartition, donc l'ordre de tes exercices qu'on voit juste après. Tu peux le faire si tu vois que tu stagnes sur un mouvement. Tu peux également changer d'exercice si vraiment tu n'arrives plus à progresser sur cet exercice en particulier. Si bien évidemment tu respectes toutes les variables qu'il faut avant, là vraiment tu galères à progresser, pourquoi pas changer? Mais ça, c'est vraiment quand tu es avancé, ok? Tu pourras te permettre de changer cet exercice afin d'en mettre un nouveau pour varier les angles de travail, ce qui te permettra de toujours progresser sur le muscle en question sans forcément stagner. Donc oui, garde ton programme, il n'y a aucun problème, tu n'as pas besoin de le changer si tu progresses suffisamment. Est-ce que si on n'a pas de courbature le lendemain d'une séance, c'est une séance ratée? Non. Si tu as des courbatures, c'est que tu t'entraînes mal, ok? Après, il y a deux types de courbatures. Vous pouvez vous sentir vos muscles un petit peu qu'ils ont travaillé le lendemain. C'est pas très grave, mais il y a les courbatures dures. Par exemple, le lendemain d'une séance jambes, vous ne pouvez plus marcher, etc. Si ça vous arrive trop souvent, vous avez quelques mois de pratique, c'est pas normal. Va falloir se poser les bonnes questions, va falloir revoir son volume d'entraînement, l'intensité que vous portez lors de vos séances, parce que si vous avez des grosses courbatures, c'est que vous récupérez pas suffisamment entre vos séances. Et donc, ça va pas être forcément un signe de progression. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer suffisamment. Vous ne devez pas sortir de votre séance rincé, etc. Donc, no pain, no gain, c'est vraiment ce qu'il faut mettre de côté. Vous pouvez vous entraîner dur, mais vraiment adapter votre volume d'entraînement. Il ne sert strictement à rien de vouloir augmenter ce volume, faire des séries interminables dans vos séances qui durent 2, 3, 4 heures, tout simplement car comme tu me l'as dit, tu vas avoir des courbatures. Et ça, il ne faut vraiment pas en compter. Si vous n'avez pas de courbatures, c'est très bien. Vous pouvez très bien progresser sans avoir de courbatures et heureusement. Est-ce que selon toi, le fit game anglophone est en avance sur son homologue francophone en termes de philosophie d'entraînement? Clairement oui. En fait, dites-vous que moi, tout ce que je dis, je l'invente pas. Hein. Ça sort pas de moi-même. En fait, tout a été dit dans le côté américain et moi, je reprends juste ce qu'ils disent et je le mets à ma sauce. C'est tout. Je réinvente rien du tout. Tout simplement, eux sont beaucoup plus avancés que nous car ils se renseignent tous les jours. Ils se remettent en question contrairement à certains coachs qui restent biaisés sur leurs idées. Ça, c'est dommage. Il faut se remettre en question, c'est vraiment très important. La preuve, moi je me suis remis en question sur la méta-analyse que je vous ai présentée juste avant qui disait 12 à 20 séries, tac, j'étais biaisé sur ça. Non, il faut toujours se mettre à jour. On se met à jour sur les nouvelles études qui sortent. Dites-vous, les études, c'est comme un puzzle. Plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez compléter ce puzzle. Ok, c'est tout simple. Donc oui, les anglophones sont bien plus avancés que son homologue francophone. Si vous deviez vraiment suivre les personnes anglophones, franchement, faites-le. Ok, si vous parlez anglais, profitez-en. C'est vraiment quelque chose que vous devriez faire. Après, moi justement, j'essaie de retranscrire ça à ma sauce pour que vous compreniez le plus facilement possible. Ensuite, on a une question de Kylian qui nous dit: quand on a un point faible, faut-il augmenter le volume sur ce muscle? Pas forcément. On en a parlé juste avant, mais il y a d'autres paramètres qu'il faudrait que tu mettes en place avant de vouloir augmenter le volume d'entraînement sur ce muscle. Déjà, ça va être la répartition de tes séries sur le muscle en question. Par exemple, tu as un retard biceps, tu vas devoir mettre tes séries, tes exercices biceps en priorité dans ta séance parce qu'on sait que plus tu vas avancer dans ta séance, plus tu vas accumuler de fatigue nerveuse et moins les exercices en fin de séance seront importants en termes d'hypertrophie. Donc ce que je te conseille, c'est tout simplement mettre tes exercices points faibles en début de séance. Pourquoi pas intégrer de l'unilatéral, donc travailler une partie du muscle à la fois. Par exemple, sur les grands dorsaux, tu vas faire un tirage en unilatéral. Ça peut vraiment t'aider vraiment à concentrer tout ton effort sur le muscle en question. Tu prends un bon temps de repos entre chaque série unilatérale et ça, franchement, ça peut être cool pour toi. Après, pour ton volume, tu peux l'augmenter, mais forcément, si tu n'as pas ces variables avant qui vont avec, ça ne changera absolument rien. Tu pourras l'augmenter si vraiment tu respectes la répartition de ce point faible dans ta séance et si bien évidemment tu te concentres sur la surcharge progressive qui reste vraiment important. Donc tu augmentes chaque semaine en termes de charge ou de répétition tout simplement et voilà. Après tu pourras te permettre d'augmenter légèrement le nombre de séries si tu estimes qu'il est
relativement bas lorsque tu as ce point faible. Ensuite, question de Terry. Faut-il aller à l'échec sur les exercices polyarticulaires? Donc déjà, exercices polyarticulaires, j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, c'est le squat, le développé couché, le deadlift. Mais en fait, dites-vous, polyarticulaire, c'est plusieurs articulations. Donc que vous fassiez un exercice sur machine ou poids libre, il peut très bien être polyarticulaire. Un chest press sur machine, vous allez utiliser l'articulation de l'épaule et l'articulation du coude. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, faut-il aller à l'échec sur ces exercices-là? Oui, mais attention, sur les exercices poids libre, je reviens justement sur le squat, développé couché, deadlift, etc. En fait, ça va être plus difficile pour vous d'atteindre cet échec parce qu'encore une fois, il va y avoir le manque de stabilité et vous allez avoir trop de facteurs limitants pour atteindre cet échec. Du coup, vous allez dégrader votre mouvement dans la grande majorité des cas avant de vraiment atteindre cet échec. C'est pour ça qu'on dit maintenant que les machines sont supérieures au poids libre parce que vous pouvez atteindre cet échec musculaire sans dégrader votre technique et ça vraiment c'est important, il faut vraiment le dire et vous pouvez avoir votre surcharge progressive bien plus facilement qu'un poids libre. Donc bien évidemment, c'est tes préférences. Si tu aimes faire du développé couché, fais-en, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je te conseille sur les exercices poids libre, tu essayes de t'y rapprocher mais pas forcément d'y aller si tu estimes ne pas dégrader ton exécution au fur et à mesure de la série. Mais sur les machines, tu peux y aller, mais bien évidemment à prendre en compte ton volume d'entraînement. Point faible, le grand dorsal, je ne le ressens quasi pas. Des conseils pour le recruter. Donc déjà, si tu ne ressens pas ton grand dorsal, c'est est-ce qu'il faut que tu revoies peut-être ta technique lorsque tu le réalises. Moi, je vais prioriser pour les grands dorsaux toujours des tirages en unilatéral. Ça sera le meilleur tout simplement car tes coudes seront toujours proches du corps. Tu auras le meilleur levier pour tes grands dorsaux. Tu pourras bien te placer en fonction de la poulie ou de la machine, peu importe de ce que tu utilises. Donc, tu feras attention toujours d'avoir les coudes proches du corps. Donc, que ça soit un tirage horizontal ou tirage vertical. Et bien évidemment, tu feras attention aussi à pas trop fléchir ton coude. Ça, je vois beaucoup de pratiquants qui font cette erreur. C'est-à-dire quand ils font leur tirage vertical, ils ont tendance à trop fléchir. Et donc, plus vous fléchissez votre coude, plus vous allez engager vos fléchisseurs de coude, qui est le brachial, le biceps brachial également et le brachioradial. Et ce n'est pas ce qu'on veut forcément. Donc, essaye de garder ton angle de 90 degrés lorsque tu réalises tes séances pour que ce soit pour le grand dorsal, les trapèzes également, pour éviter d'engager trop ces fléchisseurs de coude. Ensuite, si tu ne ressens toujours pas après les conseils que je viens de te donner, ne t'en fais pas. Concentre-toi sur ta surcharge progressive. Donc, tu progresses tout chaque semaine. À partir du moment où tu as cette surcharge progressive, tu progresseras forcément. C'est pas forcément la chose la plus importante. Je sais que c'est désolant de ne pas ressentir son muscle travailler, mais bon, c'est comme ça. Quand tu débutes, tu n'as pas forcément cette masse musculaire qui est assez importante pour pouvoir sentir ton muscle. Donc, ne t'en fais pas. Continue à travailler avec ta surcharge progressive tout en ayant une bonne technique et être suffisamment proche de l'échec. Et t'inquiète pas, tu progresseras. Ensuite, on a mon frérot Gab qui nous dit « Que penses-tu de la périodisation linéaire ?» Donc déjà, la périodisation linéaire, c'est tout simplement, vous allez de semaine en semaine réduire votre volume. Donc, vous commencez avec un volume plutôt important, avec une intensité plutôt faible. Et chaque semaine, vous allez réduire votre volume d'entraînement pour augmenter votre intensité. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Donc, selon moi, non, tout simplement car vous n'allez pas profiter des adaptations neuromusculaires. C'est-à-dire qu'entre chacun de vos blocs, vous n'allez pas profiter de ces adaptations et donc vous n'allez pas progresser sur la rep range que vous aviez et donc vous allez difficilement avoir votre surcharge progressive sur le long terme. Selon moi, vous devez tout simplement vous concentrer sur une fourchette de répétition en particulier, donc par exemple du 5-10 répétitions et vous allez devoir progresser sur cette fourchette de répétition. Pas forcément de jouer sur plusieurs fourchettes de répétition, jouer sur plusieurs intensités différentes. Donc non, concentrez-vous sur une seule pour créer vraiment vos adaptations neuromusculaires et donc vous permettre de bien progresser, d'avoir votre surcharge progressive plus facilement sur le long terme. Après, bien évidemment, il y a des personnes qui réussissent à progresser avec une périodisation linéaire. Ça dépend de chaque personne, encore une fois, de ses préférences. Donc, il n'y a aucun problème si la personne préfère s'entraîner avec ça. Ensuite, prochaine question de Louis. Que penses-tu de la méthode Heavy Duty? Donc déjà, à quoi consiste cette méthode? Elle consiste à réaliser 2 à 3 séances par semaine avec une série sur chacun des exercices et 1 à 2 exercices par groupe musculaire. Donc vous voyez déjà que le volume est relativement bas. Et est-ce que cette méthode est bien pour un athlète quand son objectif est la prise de muscle? Oui et non. Déjà, vous devez prendre en compte que toutes les séries vont être portées à l'échec total. Donc vraiment, il ne va plus être capable de réaliser une répétition supplémentaire. Donc ça déjà, ça a une intensité très élevée. Ok, donc vous allez comprendre directement que ce volume est relativement bas. Pour les débutants, ça va être compliqué pour eux de réaliser cette méthode, tout simplement car ils seront limités neurologiquement du fait du manque de coordination intra- et intermusculaire et donc ils vont difficilement, même en atteignant cet échec musculaire, ils ne vont pas être capables d'utiliser l'ensemble de leurs unités motrices et donc l'ensemble de leurs fibres musculaires. Donc forcément pour eux, ça ne va pas forcément être la meilleure méthode pour progresser. Ensuite, pour une personne avancée, pourquoi pas utiliser cette méthode, mais quand elle sait vraiment atteindre cet échec, parce que si elle s'entraîne très loin de l'échec et que du jour au lendemain, elle baisse son volume d'entraînement comme ça et elle ne change pas cette proximité à l'échec, elle va régresser. C'est pour ça cette méthode consiste vraiment à se donner à fond sur chacune de ces séances. Bien évidemment, il y a des séries d'échauffes qui sont comprises pour très loin de l'échec avant d'avoir cette série de travail. Ensuite, on a une question d'Axel. Le plus important pour prendre du muscle, c'est un surplus calorique ou suffisamment de protéines.
Donc en fait, ça va dépendre. Déjà, on va parler du surplus calorique. Est-ce que vous avez vraiment besoin de réaliser un surplus calorique quand vous voulez prendre du muscle? En fait, ça va dépendre de votre taux de masse grasse. Si vous avez un taux de masse grasse relativement élevé, donc vous êtes gras, vous allez avoir suffisamment d'énergie à fournir lors de vos efforts, donc vous n'avez pas besoin de surplus calorique. Ok, c'est pas forcément obligatoire. Donc si par contre, si vous êtes très sec de base et que vous n'avez pas un pet de gras, vous allez devoir être en surplus calorique. Ça, c'est indéniable. Vous n'allez pas réussir à prendre du muscle tout simplement car vous n'allez pas avoir assez de quantité d'énergie à fournir lors de vos entraînements. Ensuite, pour ce qui est des protéines, vous devez, dans tous les cas, quand vous êtes en maintien au surplus, avoir un taux de protéines suffisamment élevé. On dit entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et si vous êtes en déficit calorique, vu que votre corps va puiser aussi dans les protéines pour vous permettre de vous donner de l'énergie dans l'effort, encore une fois, tout dépend de votre taux de masse grasse, vous allez devoir augmenter un petit peu cette quantité de protéines. Vous pouvez augmenter au-dessus de 2,2 grammes, aux alentours de 2,2 grammes. Il n'y a aucun problème avec ça. À vous de vous adapter en fonction de votre génétique, tout simplement, de votre morphologie. Et après, vous verrez si vous devez faire un surplus, déficit ou maintien calorique. Est-ce qu'il faut aller à l'échec sur toutes ces séries ou juste à la dernière série? Donc ça, encore une fois, ça va dépendre de ton volume d'entraînement. On en revient au même. Plus tu as un gros volume, moins tu vas devoir aller à l'échec. Et plus ton volume est bas, plus tu vas devoir atteindre cet échec sur quasi toutes tes séries. Donc ça va dépendre de toi encore une fois. Je ne peux pas y répondre à ta place. Tu n'arrives pas trop à calculer ton échec musculaire. Alors, pourquoi pas y aller sur ta dernière série, ce qui te permettra de réellement voir ton effort. Parce qu'en général, si tu vas jamais à l'échec, ça va être difficile pour toi de quantifier si tu es proche, voire à l'échec. Donc va à la dernière si tu le sens. Mais encore une fois, ça va dépendre de ton volume d'entraînement. Donc je ne peux pas répondre à ta place. Va falloir que tu voyes en fonction de ton volume, de ta récupération à côté, de ce que tu manges, ce que tu fournis en carburant à ton corps. À toi de voir. Je ne peux pas forcément répondre à cette question. À quelle charge faut-il porter des sangles de tirage plutôt que d'améliorer sa poigne? Donc ça, déjà, il n'y a pas forcément de charge à respecter parce que tout le monde progresse différemment. On a tous un niveau différent. Donc, je ne pourrais pas te dire une charge en particulier. Moi, je dirais qu'à partir du moment où tu estimes avoir une bonne technique sur l'ensemble des exercices, que tu arrives à avoir une proximité à l'échec musculaire bien importante, que tu arrives à estimer ton échec, là, tu pourras te permettre d'avoir des sangles parce que tu n'auras plus ces paramètres à te concentrer. Tu auras juste à te concentrer sur vraiment te rapprocher de l'échec. Donc, quand tu auras fini d'être débutant, entre guillemets, tu pourras te permettre de mettre des sangles de tirage et comme ça évitera que ton grip soit ton facteur limitant plutôt que ton dos. Donc, pourquoi pas dans ce cas-là les utiliser? Et si tu veux vraiment améliorer ta poigne, fais des exercices à côté pour l'améliorer. Et dis-toi que c'est pas en ne pas utilisant des sangles lors de tes exercices de tirage que tu vas l'améliorer. C'est vraiment avec des exercices spécifiques. Quand tu travailles ton dos, tu ne veux pas travailler ton grip en même temps. Tu ne veux pas que ça soit ton facteur limitant. Donc, utiliser des sangles de tirage, c'est très important. Ensuite, prochaine question de Gabin. Conseilles-tu 6 ou 7 exercices par séance? Je ne peux pas répondre à cette question parce qu'encore une fois, tu peux très bien faire 7, 8 exercices, mais tu peux très bien faire une série par exercice. Donc encore une fois, ça va dépendre du nombre de séries que tu réalises, de la séance que tu réalises également. Si tu fais une séance pec et que tu réalises 7 exercices, là, va falloir se poser les bonnes questions. Tu vois, tu réalises un peu trop d'exercices. Donc à toi de voir la séance que tu réalises, à toi de voir le nombre de séries que tu réalises et à l'adapter. Tu peux très bien réaliser 6, 5, 4, 3 exercices, même 2. Tu peux très bien réaliser 2 exercices dans ta séance. Tout dépend encore une fois de la séance que tu réalises, mais d'adapter le nombre de séries et donc le volume d'entraînement total de ta séance et de ta semaine. Donc encore une fois, je ne peux pas trop répondre à cette question parce que je ne te connais pas. Donc voilà, à toi de voir ce qui fonctionne sur toi et vraiment de te dire, ok, ça c'est trop ou pas. Est-ce que ça m'impacte pour ma récupération? Est-ce que l'intensité que je fournis est assez importante pour faire tant de séries, etc. Donc vraiment, à toi de voir sur toi-même si ça fonctionne ou pas. Ensuite, on a une question de Melvin qui nous dit, parfois j'atteins le seuil des 10 reps assez facilement, mais mon mouvement se dégrade. Donc en fait, si ton mouvement se dégrade, c'est déjà que tu réalises un mouvement sur un poids libre. Et encore une fois, si tu réalises sur une machine, ton mouvement ne va pas forcément se dégrader. Ok, vu que la machine, tu pousses juste la charge d'un point A à un point B sans forcément changer ta trajectoire du mouvement. Alors que par exemple, sur un poids libre comme du développé couché, encore une fois, ta trajectoire du mouvement risque d'être dégradée. Ta technique également lors de l'exercice aussi. Donc c'est pour ça, essaye de préconiser toujours les machines pour progresser. Bien évidemment, ça va être encore, comme je l'ai dit précédemment, ça va être difficile d'atteindre l'échec complet sur un poids libre sans dégrader sa technique. Donc à toi de voir si tu dois passer du côté des machines et garder quelques poids libres si tu aimes vraiment ça. Ensuite, encore une question de Melvin. Est-ce que la sensation est importante pour l'hypertrophie? Non. En fait, dites-vous une chose, la sensation, c'est vraiment quelque chose de surcoté, vraiment, c'est un truc de fou. Je vous envoyais beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes parlant de la sensation, du ressenti en musculation, mais dites-vous une chose, en fait, il y a différents ressentis. Okay, il y a le ressenti, par exemple, quand vous réalisez l'exercice, vous sentez votre muscle travailler parce que vous avez une bonne technique. Et il y a le ressenti parce que vous réalisez un exercice qui n'a ni queue ni tête, mais parce que vous contractez le muscle pendant que vous faites cet exercice. Du coup, vous allez sentir. Je pense tout simplement à un squeeze press où vous allez réaliser l'exercice, vous allez sentir vos pecs. C'est cool, mais ce n'est pas pour autant que ça va le travailler. Vous allez sentir vos ischios, entre guillemets, parce que ça ne va pas être les ischios, mais ça va être le grand adducteur lors d'un squat, lors de la presse à cuisse ou des fentes. Vous allez
allez peut-être sentir cette partie de votre chaîne postérieure, mais c'est pas pour autant que vous allez le travailler aussi. Donc c'est pour ça, faut pas trop mettre cette sensation en priorité dans votre programmation tout simplement parce qu'il y a d'autres paramètres bien plus importants comme la biomécanique. La biomécanique, à partir du moment où vous déplacez d'une charge d'un point A à un point B avec une très bonne technique, vous allez travailler le muscle en question. Ok, c'est pas parce que vous ne le sentez pas que vous n'allez pas le travailler. Donc, il faut arrêter de mettre cette sensation toujours en priorité avant tout. Non, la tension mécanique, la technique et la surcharge progressive, ces trois facteurs-là, vous les mettez en début et après, vous pourrez peut-être vous mettre votre sensation, votre ressenti si ça vous fait plaisir. Mais dans tous les cas, ça restera vraiment moins important que ces trois facteurs que je viens d'énoncer. Arrêtez de toujours juger un exercice s'il est bien ou non à cause de la sensation parce que c'est loin d'être un facteur pour l'hypertrophie. Ensuite, prochaine question, est-ce que les extensions triceps derrière la tête, donc ici à la poulie on va dire ou aux haltères, peu importe, c'est intéressant pour bosser la longue portion de vos triceps. Donc ça, on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux encore une fois. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de se mettre à jour, que les triceps, donc la partie en particularité le chef-long du triceps, travaillerait mieux ici. Donc déjà, c'est faux. Dites-vous, le chef-long de vos triceps aura un meilleur bras de levier interne quand vous aurez du coup les coudes proches du corps. Donc au niveau 30-45 degrés d'abduction, ok, des extensions triceps à la poulie, il n'y aura rien de mieux pour travailler votre chef-long du triceps. En plus de ça, les triceps ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement. Vous ne trouverez jamais d'études scientifiques qui montrent que vous aurez une meilleure hypertrophie longitudinale en faisant des extensions triceps en position étirée. Ça, c'est complètement faux, vous n'en trouverez pas. C'est pour ça que c'est important de se renseigner. Donc non, il ne sert strictement à rien de vouloir travailler vos triceps en position étirée, à part si vous aimez réellement faire cet exercice, à part si vous êtes débutant, mais si vous êtes vraiment intermédiaire, voire avancé et vous voulez optimiser votre prise de muscle, il ne sert strictement à rien de vouloir travailler vos triceps en position étirée. D'ailleurs, pareil pour les biceps. Et pour finir, on a une question de Jules. La taille a-t-elle un impact sur la prise de muscle, le rendu final, la rapidité de la prise de muscle et pourquoi? Donc déjà, la rapidité, non, ça ne changera absolument rien. C'est surtout génétique, ok? Si vous prenez du muscle plus facilement ou que quelqu'un d'autre, c'est génétique. Ensuite, elle aura un impact, oui, sur le rendu final. Pourquoi? Entre une personne qui fait 1m60, ok, 1m50, qui est tout petit, et une personne qui fait 2 mètres, tu vas être d'accord avec moi que la personne qui fait 2 mètres, elle va avoir des beaucoup plus longs segments et elle va devoir remplir ses muscles, ok, beaucoup plus difficilement qu'une personne qui fait 1 mètre. Donc c'est pour ça que c'est important aussi à prendre en compte. Une personne grande ou petite, vous verrez qu'une personne petite qui fait le même programme, qui a la même génétique, aura les meilleurs résultats, paraîtra beaucoup plus plein rapidement que la personne de grande taille. Donc c'est pour ça que si vous êtes grand, franchement, soyez patient, discipline avant tout. La musculation de toute façon, c'est un sport sur le long terme, ça restera un sport sur toute votre vie. En étant petit, vous avez des avantages comme des inconvénients. Pareil en étant grand sur certains exercices, etc. C'est pour ça, vous prenez pas trop la tête avec ça. Et voilà. Bon, sur ce, c'était la toute dernière question. J'en avais sélectionné 20. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle sera pas trop longue. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Pourquoi pas vous avez des idées de vidéos YouTube. Il n'y a aucun problème, je suis avenant de fou. Et voilà les petits poulets poulettes. N'hésitez pas à vous abonner. À 1000 abonnés, j'essaierai de faire une FAQ pour répondre aux questions que vous voulez me poser personnellement. Et voilà. Allez, sur ce, passez une bonne journée ou bonne soirée. Allez, bisous.